Bonsoir à toutes et tous. Je vais peut-être dire quelques mots déjà parce que je vois que des gens s'inquiètent de ne pas avoir de son. Est-ce que ça marche là? Très bien, très bien. Alors c'est moi qui ai un problème parce que pour le coup, je vous entends très très mal. Très bien. On attend peut-être juste quelques minutes parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en train de se connecter. Ça ne sera pas très long, mais ça continue à arriver de façon relativement importante. Alors, Marion, tu veux faire un petit point technique avant qu'on ouvre officiellement la séance? C'est ça. En fait, par rapport aux questions qui sont posées, en fait, nous sommes dans un format webinaire, puisqu'on est, en fait, il y avait plus de 600 inscrits à cette session. Donc, il ne sera pas possible, malheureusement, de laisser la parole et la caméra pour tout le monde pour des raisons techniques que vous comprenez. Le format webinaire a l'avantage de vous permettre de suivre cette restitution de là où vous êtes. Elle a l'inconvénient de ne pas nous faire nous retrouver dans une salle et de pouvoir interagir de manière un peu classique. Donc, il y a toujours des avantages comparatifs. Ce que je vous invite à faire malgré tout, c'est à cliquer sur votre onglet participant et à inscrire votre nom et votre organisation pour qu'on puisse vous repérer. On va essayer d'organiser des prises de parole dans la suite de la restitution de l'étude. Et par rapport à les interventions que vous pourrez faire, les interactions, elles vont se passer par le biais du question-réponse que chacun a pu expérimenter depuis tout à l'heure. Donc, elles passeront principalement par là, pour des raisons que vous comprendrez, puisqu'il y a pour l'instant 185 personnes qui sont présentes. Donc, pour pouvoir modérer le chat, on sera sur cette modalité. Pour faciliter la modération, si vous avez un problème technique, je vous invite à indiquer l'onglet technique. Ça va permettre aux personnes de l'équipe qui sont sur ces aspects-là de pouvoir bien identifier ça. Si dans la présentation de l'étude, vous avez une question de compréhension, de le mettre au départ. Si vous avez une question globale, vous la mettez. Et surtout, si vous avez un témoignage à apporter en tant que dirigeant bénévole au sein de votre structure, indiquez-le et essayez de nous indiquer exactement la problématique à laquelle vous avez été confronté et comment vous l'avez résolue. On va essayer d'organiser des prises de parole, je le répète, à la fin de cette séquence, mais techniquement, c'est moins facile que de passer un micro dans une salle. Je pense que vous le comprendrez. Voilà. Je pense que tout le monde comprendra à présent pourquoi il ne peut pas activer son micro et pourquoi il ne se voit pas. En fait, il n'y a que les intervenants qui sont vus. Et Frédéric, je vais te laisser la parole pour ouvrir et à Samira. Parfait. Merci beaucoup, Marion. Bonsoir à toutes et tous. Donc, effectivement, ça nous a permis d'accueillir encore quelques nouveaux participants. Je suis Frédéric Frinder et je suis la déléguée générale du mouvement associatif. Ravie de vous retrouver presque par écran interposé pour cette présentation ce soir de l'enquête sur les responsabilités des dirigeants bénévoles. Cette enquête s'inscrit dans une des orientations globales du mouvement associatif qui est de favoriser l'engagement, lever les freins à ceci. On adresse ce sujet par différentes entrées. On a lancé il y a quelques semaines un outil qui s'appelle l'Inclusiscore qui permet aux associations d'évaluer la façon dont elles intègrent en leur sein des pratiques ouvertes, inclusives, de lutte contre les discriminations, etc. La question des responsabilités des dirigeants bénévoles est un autre aspect des possibles freins à l'engagement. Mais c'est aussi une question qui peut avoir une dimension liée à l'emploi, à la qualité de l'emploi dans les associations, puisqu'on le verra aussi au travers des résultats. Le sujet de la fonction employeur est évidemment aussi un sujet important sous cet aspect des responsabilités des dirigeants bénévoles.
l'enquête dont nous allons vous présenter les résultats ce soir a rencontré un certain succès, puisqu'on a eu près de 4200 réponses, qui montrent qu'il y a un intérêt certain pour la question et aussi un souhait très certainement des bénévoles, des dirigeants bénévoles, qu'on entende leurs paroles, qu'on les écoute sur ce sujet-là. On souhaite inscrire l'enquête dans un projet plus large. Elle s'inscrit dans un projet plus large. Tout d'abord, un aspect juridique. Notre souhait est d'inscrire cette question de la responsabilité des dirigeants bénévoles dans un cadre juridique le plus sécurisé possible et qui permette de vraiment prendre en compte le caractère bénévole de la fonction exercée, donc avec tout ce que ça implique d'engagement et de désintéressement, et évidemment aussi du coup que le cadre dans lequel les personnes s'engagent ne les soumettent pas à trop de risques. Dans ce cadre, on a réalisé, plus exactement le cabinet Seban, dont nous avons parmi nous une représentante qui dira certainement quelques mots tout à l'heure. Nous avons réalisé une étude juridique fin 2019 sur le sujet, dont on peut déjà tirer un certain nombre d'enseignements intéressants. Et c'est un sujet toujours renouvelé, cette question de la responsabilité juridique, évidemment, puisque comme un certain nombre d'entre vous le savent peut-être, aujourd'hui, il est à nouveau en discussion sous certains aspects dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes de la République, puisqu'un des articles vise à étendre davantage la responsabilité des dirigeants associatifs. Le mouvement associatif se mobilise sur ce sujet et nombre d'entre vous, au travers de vos fédérations aussi, puisqu'il y a évidemment un enjeu pour que, je l'ai dit, on reste dans un cadre qui soit raisonnable pour le dirigeant, le bénévole qui s'engage au service de l'intérêt général et qu'il n'ait pas à supporter plus qu'il ne doit de ce point de vue-là. L'autre aspect dans lequel on inscrit ce travail, c'est celui de l'accompagnement. Nous souhaitons interroger le renforcement de l'accompagnement des dirigeants, savoir quelle est la meilleure approche, quelles sont les bonnes modalités à mettre en place, quelle visibilité on doit donner aux offres, est-ce qu'il faut travailler sur de nouveaux apports. Les échanges de ce soir nous permettront peut-être d'avancer sur ce sujet-là. En tout cas, c'est la suite du travail et les perspectives qui s'ouvrent devant nous. Voilà, je ne serai pas plus longue. Avant de terminer, je voudrais tout d'abord remercier Recherche et Solidarité. Cécile Bazin va nous présenter les résultats de l'enquête pour la qualité du travail qui a été mené dans cette enquête, dans le traitement des résultats. Et remercier Aesio, bien sûr, pour le soutien qu'ils nous ont apporté dans ce travail et qu'ils nous apportent encore dans ce travail. Je vais passer d'ailleurs tout de suite la parole à Samira Samer, qui représente Aesio ce soir parmi nous. Et un grand merci à vous tous d'être à nos côtés ce soir. J'espère que nous pourrons, comme l'a dit Marion, avoir quelques échanges qui enrichiront notre réflexion sur le sujet. J'en profite du coup pour présenter aussi Marion Boineau, puisqu'elle vous a dit quelques mots, mais ne s'est pas présentée, qui est notre responsable projet et partenariat et qui a mené de main de maître ce travail. Voilà, Samira, je te laisse la parole. Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être présente à vos côtés ce soir pour la restitution de cette enquête sur les responsabilités des dirigeants associatifs et je tiens en premier lieu à prolonger le propos de Frédéric et à remercier le mouvement associatif pour le très grand professionnalisme avec lequel il a conduit cette enquête et aussi le choix des expertises dont il a su s'adjoindre en recherche et solidarité et le cabinet Seban pour faire de cette étude un solide objet de restitution ce soir. Et puis aussi participe à la robustesse de cette restitution le nombre de répondants. Frédéric l'a évoqué, près de 4200 dirigeants associatifs ont répondu à cette enquête. Merci à eux chaleureusement. Ça participe de la solidité de la restitution qu'on va faire à présent. Et puis aussi derrière la mobilisation qui a été mise en place par les fédérations associatives pour encourager leurs adhérents à y répondre. Alors, pourquoi Aesio a souhaité s'associer à cette étude en premier lieu, naturellement, parce que Aesio Mutuelle, nous sommes un acteur de l'économie sociale et solidaire. On porte cette communauté de valeurs dans
dans notre finalité sociale, notre gouvernance, et c'est important aussi pour nous de l'incarner dans notre action en soutien à la famille ESS, aux acteurs de l'ESS et en premier lieu aux acteurs associatifs qui constituent le gros de la famille ESS. Donc, c'est pour nous une nécessité d'incarner ces valeurs dans l'action. Et puis sur l'objet de l'enquête en tant que telle, d'abord aussi revenir, comme l'a fait Frédéric, sur les cibles, les dirigeants associatifs. C'est le cœur, c'est la vitalité de la vie associative. Donc, c'est des acteurs particulièrement précieux à adresser, à sonder, à pouvoir accompagner dans leurs besoins. On déploie chez Aesio un certain nombre d'actions en direction des dirigeants de l'ESS via des baromètres sur le moral des dirigeants, etc. Et c'est vrai que sur le volet bénévole, ça nous intéresse également, puisque voilà, ça permet de prendre un peu le pouls de la vitalité de la vie associative. Et puis, pourquoi un intérêt sur le sujet de la responsabilité? Eh bien, parce que c'est tout simplement une nécessité, selon nous, quand on prend la tête d'une association. Voilà, on fait face à des obligations, des responsabilités, et quand bien même si on n'est pas une association employeuse, et du coup, il est important de mieux identifier ces responsabilités et les risques associés pour pouvoir les anticiper. Et donc, c'est pour nous un enjeu essentiel de la pérennité, du développement des acteurs associatifs. Il s'avère qu'en plus, chez Aesio Mutuel, on compte un très grand nombre d'associations parmi nos entreprises clientes. Donc, c'est une responsabilité, un devoir à ce titre-là de pouvoir accompagner nos associations, mais également toute la communauté associative dans son développement pour pouvoir continuer à porter un modèle de société inclusif qu'on défend et qu'on appelle à pouvoir s'élargir plus largement. Voilà pour l'enquête. Et puis pour avoir rapidement vu l'enquête, enfin la restitution, les quelques résultats saillants qui vont être présentés, on pourra le constater collectivement. Il y a certains chiffres a priori qu'on peut soupçonner, qui confirment ou qui infirment des a priori. C'est bien de se le redire, de s'actualiser également. Et puis surtout, ce qu'on espère, c'est que ces chiffres seront utiles aux structures, aux mouvements associatifs, aux fédérations pour pouvoir développer des solutions qui permettent aux acteurs de répondre à ces enjeux. Donc voilà, vous renouvelez la volonté voilà, d'Aesio Mutuel de vous accompagner dans cette action pour sonder quels sont les besoins, et vous renouvelez également notre accompagnement demain dans le déploiement de solutions adéquates pour les acteurs associatifs qu'on pourra sortir de cette étude. Et voilà pour mes mots, et je vous souhaite à tous une très bonne restitution. Merci beaucoup Samira, merci beaucoup Frédéric. Donc pour refaire un petit point pour qu'on s'organise collectivement dans ce format de webinaire. Donc si l'ensemble des participants peut indiquer son nom, son prénom et son organisation en bas de son écran, de manière à ce qu'on puisse identifier les personnes de manière facile. Donc, je vous remets la partie, sur l'onglet participants, le nom et l'organisation. Et ensuite, comme ça a été évoqué tout à l'heure, les interactions se font essentiellement et quasi exclusivement par le questions-réponses. Si vous avez des problèmes techniques, je vous invite juste à l'indiquer en début de question. Comme ça permet au modérateur de ce chat d'avoir un traitement plus facile. Voilà. Je vais laisser la parole à Cécile Bazin de Recherche et Solidarité qui a effectué cette enquête en partenariat avec nous. Je vais lui laisser mon écran pour qu'elle puisse partager la présentation, et je lui laisse la parole sans plus attendre. Merci Marion. Bonsoir à tous. Je vais effectivement très vite partager mon écran pour vous présenter donc les résultats de cette étude.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots de méthodologie et de guide de lecture pour la présentation qui va suivre. Cette enquête a été réalisée en ligne du 10 novembre au 16 décembre dernier. Je ne reviens pas sur le succès que cette enquête a rencontré avec 4152 réponses, ce qui constitue un échantillon national tout à fait intéressant, hein, d'associations de toute taille, de tout secteur et de toute région. Et bien sûr, comme nous le faisons pour chacune de nos enquêtes et comme il se fait par ailleurs, hein, nous avons redressé les résultats de manière à ce que ce résultat global corresponde bien à la réalité et soit représentatif du secteur associatif. Et pour ça, nous utilisons la méthode des quotas appliquée aux critères donc secteur d'activité et budget, qui sont les deux critères qui influencent le plus les réponses. Alors, on a là 30 minutes hein, pour vous faire cette restitution, donc elle est synthétique, forcément, mais derrière cette présentation synthétique, il y a des résultats détaillés qui ont été largement analysés selon plusieurs critères. Bien sûr, la taille des associations, aussi selon qu'elles sont employeuses ou non et selon la tranche d'effectifs, selon qu'elles appartiennent à une fédération ou non, et d'autres critères d'analyse très fins. Pour ce qui est de cette présentation, on va essayer d'introduire quelques éléments de différenciation pour tenir compte, bien sûr, de la diversité du secteur, du secteur associatif et donc faire parfois quelques références aux spécificités que nous avons pu voir dans ces résultats avec ces petits icônes là que vous voyez et que nous avons choisis pour symboliser donc, le secteur sanitaire et social, le secteur de la culture, du sport avec le basket, les loisirs, l'éducation populaire et l'environnement. Voilà, donc je vais essayer de vous accompagner du mieux possible dans cette restitution synthétique. Sachez que la restitution complète sera en ligne dès ce soir ou demain matin, et peut-être que Marion nous expliquera un petit peu les choses, mais vous pouvez être détendu en regardant ces premiers résultats, puisque vous pourrez vous concentrer et les regarder de façon plus approfondie dans très prochainement. Alors, d'abord, la prise de responsabilité. Là, vous voyez, en orange, en italique, ce sont les questions qui ont été posées aux responsables d'associations. Donc, tous les résultats seront présentés tous à peu près de cette façon. Et vous avez ici là, les réponses. Donc, avant d'entrer au conseil d'administration ou au bureau, quelles étaient les relations avec l'association? Donc, vous vous êtes engagé directement comme dirigeant et vous n'aviez pas de relation particulière avec l'association auparavant. Là, ce sont 25% des dirigeants qui s'expriment de ce point de vue et ils sont un petit peu plus nombreux dans le secteur sanitaire et social, ce qui explique là donc l'icône sur la gauche. Ce qui fait donc un responsable d'association sur 4 qui en fait vient de l'extérieur. On a 40% des dirigeants qui nous disent qu'ils étaient adhérents et en tant qu'adhérents, ils sont ensuite entrés au conseil d'administration directement. 14% étaient bénévoles sans responsabilité particulière et 19% étaient bénévoles, mais là avec des responsabilités ou du moins en charge d'une action spécifique. Ce qui nous fait les 3/4 des dirigeants associatifs qui avaient un lien avec l'association. De façon plus marginale, on a quelques exemples, là, en tout cas 1% de salariés dans l'association qui ont ensuite occupé des fonctions de dirigeants. Je reviens sur les adhérents juste pour attirer votre attention sur la culture et sur le sport qui, plus fréquemment, vont mobiliser leurs adhérents pour les encourager à exercer ensuite des responsabilités. Alors, cette première question, elle est vraiment intéressante et c'est vrai qu'elle est allée un peu à l'encontre des idées reçues et nous étions nombreux à partager ces résultats, bien sûr, au sein de Recherche et Solidarité. Hein, je suis là ce soir la porte-parole, mais nous sommes nombreux à avoir travaillé sur le sujet, mais aussi avec le mouvement associatif, avec AESIO. Et là, on s'est dit, on pensait qu'ils étaient plus nombreux finalement à avoir un parcours progressif dans l'association d'adhérents, à bénévoles, puis des responsabilités en tant que bénévole, puis l'entrée au conseil d'administration. Eh bien, finalement, on voit que ce passage du bénévolat sans fonction particulière
à la fonction de dirigeant concerne 14% des personnes, que le passage des responsabilités opérationnelles à des responsabilités plus juridiques, bien là, ne concerne que 19% des personnes. Et lorsqu'on connaît les difficultés des associations à renouveler les dirigeants, dans nos enquêtes antérieures, la dernière remonte à 2019, il y avait déjà 40% des responsables associatifs qui nous disaient que ce renouvellement des dirigeants était une réelle difficulté pour leur association. On peut imaginer que cette proportion est au moins identique. La situation actuelle n'a certainement pas facilité les choses. Donc, face à cette problématique, c'est vraiment positif et intéressant et encourageant de voir qu'il y a des pistes à explorer, à commencer par le vivier des adhérents, puisque donc 40% des responsables d'associations en fait sont adhérents et franchissent directement le pas des responsabilités. Et puis ce tour extérieur pour 25% des dirigeants qui sont entrés dans l'association directement, souvent par cooptation, par le réseau, mais aussi motivés par l'association elle-même et l'image qu'elle renvoyait. La deuxième question qui leur était posée, donc lorsque vous êtes entré au conseil d'administration ou au bureau, c'était avant tout, et là on le voit, pour 48%, par choix personnel, vraiment pour participer aux décisions et pour s'impliquer davantage. Et cette proportion est un peu supérieure dans la culture, dans l'éducation populaire et dans l'environnement. Pour 17% des dirigeants, eh bien, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de candidats ou pour soulager les dirigeants en place. Et là, dans le sport et dans les loisirs, ils sont un peu plus nombreux. Et puis, 33% des dirigeants, eux, ont été sollicités un peu plus dans le secteur sanitaire et social. Mais on voit bien que c'est avant tout donc, un choix personnel que d'exercer ces responsabilités. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais voilà, il y a cette proportion 48% qui est positive. Positif aussi, le fait qu'ils aient peu d'hésitation. En tout cas, ils sont peu nombreux, dirons-nous, à avoir vraiment hésité avant d'entrer au conseil d'administration ou au bureau de l'association. Là, on le voit, vraiment beaucoup de pourcents, assez longuement 6%. Et on voit surtout 64%, donc près des 2/3 des dirigeants qui n'ont pas hésité du tout. Et puis 28% qui ont un petit peu hésité. La perception maintenant des responsabilités. Alors, ne soyez pas impressionnés par ce graphique, on va le lire ensemble. En fait, c'est une question, c'est vrai, assez lourde que l'on posait aux dirigeants. On voulait savoir quelle importance ils accordaient à toute cette liste de responsabilités que nous avions identifiées. Et là, donc, dans ce graphique figure vraiment, par ordre décroissant, les responsabilités jugées importantes aux yeux des dirigeants bénévoles. Alors, pour 97% des dirigeants, mener à bien les actions d'association est une responsabilité importante. Ensuite, c'est veiller à une bonne entente, à une bonne ambiance au sein de l'association. Assurer une bonne gestion, c'est important pour 92% des dirigeants. Donc, pour ces trois responsabilités, là, celles qui obtiennent les scores les plus élevés, on est vraiment dans l'opérationnel, dans le quotidien de l'association. Et là, on l'a mentionné, c'est la priorité à l'action. Ensuite, on a des responsabilités qui sont plus d'ordre réglementaire et on voit qu'elles recueillent des pourcentages aussi élevés. On dépasse 80% pour 5 sur 6. À commencer par les mesures nécessaires pour faire face aux risques sanitaires, qui sont importants pour 89% des dirigeants. Veiller au respect de la réglementation, 86%. Répondre aux obligations sociales en qualité d'employeur. Alors là, bien évidemment, on n'a pris que les réponses des employeurs, des responsables concernés, mais c'est 83%. Représenter l'association vis-à-vis des institutions et des partenaires, 83% également. Répondre aux obligations statutaires de l'association, 81%. Et répondre aux obligations financières réglementaires, 79%.
Et les 3 autres obligations ou responsabilités plutôt qui sont citées, là, en fait, sont des responsabilités qui sont moins souvent partagées. Répondre aux obligations fiscales de l'association, en fait, ça concerne les associations fiscalisées et ça concerne finalement peu d'associations. La représentation en justice, que ce soit au titre du droit civil ou du droit pénal, eh bien, finalement, concerne avant tout les présidents. Donc, nous n'avons absolument pas été étonnés de ces pourcentages-là qui sont bien en retrait des pourcentages précédents. Ils nous paraissent tout à fait logiques et on voit bien que voilà, les dirigeants ont une forte conscience de leurs responsabilités et ils leur accordent une réelle importance. Alors, au-delà de cette perception, on a voulu aussi, au travers de l'enquête, mesurer la connaissance qu'ils avaient de leurs responsabilités. Alors, on a utilisé un quiz, donc 5 petits cas pratiques, dirons-nous, les 5 petites affirmations, et on demandait aux dirigeants de nous dire si ces affirmations leur semblaient justes ou non. Donc, c'est un quiz. Et Marion et Fula ont eu la bonne idée de vous le soumettre. C'est vrai que pour certains des répondants, ça avait un côté un peu ludique d'une part, et puis aussi c'était une façon de tester leur propre connaissance. Donc Marion, je te rends la parole pour lancer ce quiz. Alors, normalement, si la technique est avec nous, le quiz devrait apparaître par-dessus le PowerPoint. On va implorer le dieu de la technique. Mehdi, je te laisse. Voilà. Alors, je vais lire les questions dans un premier temps et je vais vous inviter à y répondre ensuite. Attention, il y a un piège. Alors, la première question, un dirigeant bénévole a recours aux salariés de l'association pendant leur temps de travail pour des travaux à son domicile personnel sans lien avec l'association. Ce dirigeant bénévole peut-il engager sa responsabilité civile? Ça, c'est la première question. Pendant une sortie organisée par l'association, les règles de sécurité n'ont pas été respectées. Ce manquement est-il susceptible d'engager la responsabilité pénale du dirigeant bénévole? Le dirigeant bénévole d'une association qui reçoit des subventions doit-il obligatoirement, quel que soit leur montant, établir des comptes annuels comprenant le bilan, un compte de résultat et une annexe? Un dirigeant bénévole qui éponge les problèmes de trésorerie de l'association en ne payant pas certains impôts depuis plusieurs années, engage-t-il sa responsabilité fiscale solidairement avec l'association? Le dirigeant bénévole a-t-il une responsabilité quant à la mise en œuvre de dispositifs de protection face au risque de contamination du Covid-19? Voilà. Alors, je vous invite à y répondre. Moi, je ne peux pas voter, je n'ai pas le droit. Et ensuite, on va garder ces réponses au chaud et on laissera un petit mot sur le sujet à Audrey Lefebvre du cabinet Seban pour nous donner un éclairage global sur cette question de la responsabilité, mais aussi sur les réponses à ce sondage. Voilà, vous pouvez voter si la technique est avec nous. Je vous laisse encore quelques petites secondes. On en a 65% de répondants.
Et voilà, je pense qu'on va pouvoir afficher les résultats. Mehdi. Voilà, donc pour la première, donc on est sur 58% de oui, 25% de non, 18% on ne sait pas. Pour la seconde, 85%, 10 et 5%. Pour la troisième, je vous donne un indice, c'était la question piège, 71%, 24% et 5%. La quatrième, 48, 32 et 21. Et la dernière, 91%, 5% et 4%. Voilà. Donc, nous les reprendrons tout à l'heure avec l'appui de Audrey. Et je laisse la parole à Cécile pour continuer la présentation. Voilà, excusez-moi, j'étais en silence. Donc, reprenons maintenant les résultats de l'enquête à propos des expériences personnelles des dirigeants. Alors, la question qui leur était posée, à quelle occasion avez-vous été confronté à des responsabilités juridiques pour la première fois? Eh bien, 78%, on le voit ici, n'ont encore jamais été confrontés à une telle situation. Donc, ça fait près de 8% qui n'ont pas d'expérience réelle, en tout cas de mise en situation réelle de leurs responsabilités. Et pour autant, vous avez vu dans la slide précédente, il y a vraiment une bonne perception des responsabilités. Et allez, je vais dévoiler un petit peu les résultats du quiz, mais dans le quiz, on voyait qu'ils avaient aussi une bonne connaissance vraiment de ces responsabilités. On a eu des scores vraiment élevés. Et on voit donc dans ce graphique que 18% seulement, finalement, enfin, je ne sais pas s'il faut dire seulement, mais en tout cas 18%, ils sont nettement moins nombreux à avoir déjà été confrontés à des responsabilités juridiques. Et on les a encouragés à aller plus loin, puisque 3% nous ont dit que c'était à l'occasion d'un accident de personne, 4% à l'occasion d'un contrôle de l'administration, 5% lors d'un conflit au sein de l'association, 2% au moment d'une faute grave d'un membre de l'association, et puis 4% à une autre occasion. Et on est allé encore plus loin avec eux, puisqu'on a invité ceux qui le souhaitaient à témoigner, à nous en dire un petit peu plus justement de ces occasions au cours desquelles ils avaient été confrontés pour la première fois à leurs responsabilités juridiques. Bon, on retrouve parfois les thèmes que l'on vient d'aborder, mais on a donc 210 dirigeants qui se sont exprimés. 43 d'entre eux ont relaté des plaintes, une plainte, un recours, donc suite à un vol, un accident, une escroquerie. On a beaucoup de situations en lien avec le personnel, licenciement, faute grave, parfois même les procédures au prud'homme. Aussi des conflits avec un organisme externe, donc plusieurs exemples, mairie, administration, aussi banque, assurance, voire même un fournisseur ou deux. Des conflits aussi entre les dirigeants, des situations de harcèlement, des altercations, et puis là, des occasions diverses et variées, à l'occasion de la refonte des statuts, des démarches administratives ou encore du droit à l'image. Plus largement maintenant, les responsabilités au quotidien. Et là, la question était, quand vous sentez-vous personnellement face à des responsabilités qui engagent juridiquement l'association? Donc 68% ont répondu lorsqu'ils organisent une action présentant des risques particuliers, 59% lorsqu'ils effectuent des démarches administratives, 59% encore lors de la présentation du bilan en AG si vous faites face à des questions, 58% quand vous représentez l'association devant des partenaires, devant des élus ou des financeurs, 46% si vous êtes conduit à prendre position spécifiquement sur un sujet juridique, 42% si vous décidez d'ester en justice, et 40%
quand vous êtes réunis en conseil d'administration ou en bureau. Et seulement 7% ne voient pas de circonstances particulières qui les placent face à des responsabilités qui engagent l'association. Donc finalement, ce sentiment d'engager l'association, eh bien, il est exprimé fréquemment et à de nombreuses occasions. On a des scores qui sont finalement assez élevés et peu de différence entre les situations à risque. Ça, forcément, cette notion de risque, on la retrouve à plusieurs reprises dans l'enquête et c'est bien légitime et bien logique face à des responsabilités juridiques. Et puis, 40% lors de réunions en CA ou en bureau, on peut tout à fait aussi le comprendre, puisque là, on est plus sur des responsabilités collectives. Comment les choses se passent au sein des associations? Et d'abord, est-ce que les responsabilités de chacun des dirigeants sont bien définies et sont définies formellement dans les associations? Et là, on a une moitié, 51% des dirigeants qui nous disent que oui, ce partage des responsabilités est bien défini dans les documents de l'association. C'est un petit peu plus dans l'éducation populaire et dans le secteur sanitaire et social. Pour 13% des dirigeants, eh bien non, elles ne sont pas définies formellement, mais chacun les connaît et ça suffit. 13% qui se contentent de cette connaissance informelle. Et c'est un petit peu plus dans la culture et dans le sport. Alors cette définition, elle ne figure pas dans les documents de l'association dans 15% des cas et c'est regrettable. C'est regrettable et ils sont 15% en moyenne et c'est un petit peu plus dans l'environnement. Et pour 20% des dirigeants, eh bien, ils ne savent pas vraiment répondre à cette question. Ils ne savent pas vraiment nous dire si elles sont définies. Alors, ce taux d'abstention assez élevé en dit long malgré tout sur la situation dans leur association. Alors, même si ces décisions, des responsabilités sont définies et qu'il y a une connaissance qui est jugée satisfaisante dans 64% des associations, eh bien, on va voir qu'il y a malgré tout une demande de précision. Pensez-vous que les responsabilités juridiques de chacun des dirigeants bénévoles de votre association devraient être précisées? Eh bien, à cette question, 54% des dirigeants répondent oui, avant tout pour que chacun soit bien informé des risques qu'il encourt. Et là, on retrouve la balle de basket et le sport qui se distinguent avec une proportion plus importante. Oui, avant tout pour que les responsabilités soient mieux réparties entre les dirigeants. Là, en moyenne, c'est 26% et c'est un petit peu plus dans l'éducation populaire. Pour 14% des dirigeants, ce n'est pas nécessaire, chacun les connaît, et un petit peu plus dans la culture. Et dans 4% des associations, eh bien, ces précisions ne sont pas vraiment souhaitées, puisqu'elles pourraient en dissuader certains. Ils sont un peu plus nombreux à avoir cette position dans l'environnement. Alors, ce caractère dissuasif, on l'a retrouvé aussi dans les témoignages, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer, mais voilà, le poids des responsabilités face aux difficultés de renouvellement des dirigeants, eh bien, peut conduire certains à sous-estimer les responsabilités encourues. Et donc, on a là quand même un besoin de précision qui est souhaité et exprimé par 80% des associations. En ce qui concerne les responsabilités, donc est-ce que ces responsabilités sont présentées aux candidats pour information et pour une décision éclairée avant qu'ils entrent donc au conseil d'administration ou au bureau? Eh bien, 39% répondent oui, un peu plus dans l'éducation populaire et dans le sanitaire et social. Non, dans 33% des cas, et non, et c'est regrettable pour 21% des associations. Un petit peu plus dans le sport et dans l'éducation populaire. On a donc là une absence d'information préalable dans plus de la moitié des associations. Cette question-là ne s'adressait qu'aux dirigeants d'associations employeuses.
dimension qui ne concerne pas toutes les associations, hein, puisqu'on a à peu près 11 à 12% des associations qui emploient des salariés. Donc, elles sont largement minoritaires, mais c'est une dimension qui est très importante et les responsabilités d'employeurs sont très vivement ressenties quand les associations sont concernées. Eh bien, la répartition entre dirigeants bénévoles et dirigeants salariés, eh bien, elles sont précisées dans les statuts, dans le règlement intérieur ou dans un document interne dans 50% des associations. Elles le sont aussi ou uniquement dans le contrat de travail des dirigeants salariés, ou elles le sont dans le cadre des délégations de pouvoir qui peuvent être donc attribuées à certains dirigeants. Donc, on a là un score qui dépasse les 100% parce qu'effectivement, ça peut être cumulatif. Hein. Ça peut être et dans les statuts, et dans le contrat de travail, et il peut y avoir aussi des délégations. Et c'est plus fréquent dans le sanitaire et social et dans l'éducation populaire. Dans 22% des cas, eh bien, ce partage des responsabilités n'est pas précisé et donc il faudrait y penser, hein, là encore on regrette, et c'est plus dans la culture et dans l'environnement. Alors, un petit bilan quand même des attentes des dirigeants par rapport à ces questions de responsabilité. Eh bien, l'attente numéro 1, c'est bien qu'il y ait des précisions qui soient apportées sur les responsabilités de chacun des dirigeants. C'est exprimé par 80% d'entre eux, soit pour une meilleure connaissance de chacun, soit pour un meilleur partage des responsabilités, 54 et 26%. Et cette demande de précision, elle vaut aussi pour les associations qui ont pris le soin, je dirais, de faire figurer ces responsabilités dans les documents de l'association. Il y a ensuite d'autres attentes, elles sont nettement moins souvent exprimées, mais ce sont là vraiment les attentes affirmées par les responsables d'associations. Donc 22% des responsables d'associations employeuses souhaiteraient une meilleure définition des responsabilités entre les bénévoles et les salariés. 21% souhaiteraient qu'il y ait vraiment une information préalable avant de s'engager. Et 15% souhaiteraient une définition plus formelle des responsabilités dans les documents de l'association. Là, ce sont en fait les réponses non, mais je le regrette, que l'on a pu voir sur les trois questions abordées. Alors, les témoignages, vous en trouverez de nombreux témoignages dans la restitution, dans les résultats, la version complète. Hein. Là, on est obligé d'aller vite. L'exercice solitaire des responsabilités, c'est vrai que ça a été exprimé à plusieurs reprises, et aussi un sentiment de solitude, hein, y compris lorsque les responsabilités sont un peu partagées. Mais cet exercice solitaire, eh bien, c'est souvent par défaut et c'est souvent mal vécu. Hein. On peut prendre ce commentaire, là tout se passerait bien s'il n'y avait pas un président omnipotent. Mais il faut aussi avoir un œil sur les témoignages qui sont plus là, on a dit par confort. Hein. Donc c'est le président qui assume seul ses responsabilités. L'essentiel pour lui, c'est qu'il soit bien assuré. Et puis cet autre témoignage là, donc le président qui est chef d'entreprise, qui connaît bien le sujet, qui assume les responsabilités avec son poste au sein de l'association, et voilà, on lui fait confiance et tout se passe bien. Sinon, les témoignages que l'on a voulu recueillir portaient surtout sur les bonnes pratiques et aussi sur les expériences mal vécues. Donc, sur les bonnes pratiques, dans la perspective de faciliter le partage des responsabilités, on a bien beaucoup de témoignages sur la collégialité avec la coprésidence, la codécision. On a aussi, sans aller aussi loin, des pratiques de concertation, en tout cas de façon moins formelle, mais l'importance d'instaurer un dialogue, une transparence, un climat de confiance pour faciliter ce partage des responsabilités. Dans certains cas, des règles statutaires qui ont été adaptées, statut, règlement intérieur, des délégations, charte éthique, ça c'est intéressant, cette initiative de charte éthique, le recours à la formation et à des conseils de professionnels et aussi de la part des DLA, hein, dispositifs locaux d'accompagnement, et puis le fonctionnement des instances qui a été adapté avec des fiches de poste qui ont parfois été définies, et puis quelques cas, il faut aussi les citer, de fonctionnement très informel qui concerne surtout les petites associations
avec voilà, de la souplesse. Pour ce qui est des expériences mal vécues, c'est aussi ce qui nous intéressait. Donc, on revient de nouveau aux 4152 participants, mais ça donne une information qu'il est bon de rappeler ici, puisque nous n'avons eu que 300 expériences mal vécues. Et on a aussi eu 65 témoignages qui, en fait, voilà, ne relataient pas d'expériences mal vécues, mais qui disaient, ben non, on n'a pas connu encore, mais vraiment, pourvu qu'on ne connaisse pas, et fort heureusement, on n'a pas encore été dans ces situations. Et pour ce qui est des expériences mal vécues, eh bien, elles concernent avant tout les situations qui sont liées à l'emploi, qui sont vraiment non seulement les plus nombreuses, mais les plus douloureuses. Licenciement, prud'homme, enfin, vous imaginez donc toutes ces situations qui peuvent mettre en cause les salariés. Mais au-delà donc de ces situations liées à l'emploi, aussi des situations de conflit qui sont aussi mal vécues. D'abord, des situations de conflit au sein du conseil d'administration ou avec le président, mais aussi des conflits avec des adhérents, avec des personnes extérieures à l'association. Autre expérience mal vécue, des complications administratives, des contrôles, des procédures, que ce soit des cessations de paiement ou au plan pénal, ou bien des manquements aux règles de l'association. Alors, dernier thème abordé dans l'enquête, et là encore, pour ce soir de façon synthétique, la question était la suivante: qu'est-ce qui vous aiderait à mieux prendre en compte les responsabilités juridiques des dirigeants au sein de votre association? Eh bien, avant tout, sans citer les formations, 45% des dirigeants, des ressources en ligne en lien avec l'actualité juridique, 40% des dirigeants, un diagnostic des situations à risque dans votre association, toujours 40% d'attente, des questions-réponses sur des sujets précis et ponctuels, 34%, un accompagnement de la part des services de l'État, 28%, une information détaillée de la part de votre compagnie d'assurance à chaque avis d'échéance, 26%, un accompagnement par une organisation, que ce soit une tête de réseau, un point d'appui à la vie associative, 25%, et puis des prestations là, de la part de professionnels, 13%, un peu moins nombreux pour des raisons de coût. Donc, ce qu'on peut retenir de ces besoins d'accompagnement, c'est qu'ils sont quand même fortement affirmés, avec d'abord un besoin de connaissances approfondies et donc des attentes en termes d'information et de formation. Rappelons-nous les 45%, près de la moitié des responsables d'associations qui souhaiteraient donc bénéficier de formation sur ce sujet. Une analyse des risques avec une approche globale, l'approche diagnostique pour avoir une bonne connaissance des risques encourus par l'association et en même temps connaître la couverture des contrats d'assurance. Aussi, donc, un soutien en fonction des situations vécues. Ces responsabilités juridiques, et bien souvent, elles sont confrontées à des situations particulières. Elles sont dans un contexte et dans des circonstances particulières et une connaissance plutôt théorique n'apportera pas forcément de réponse à ce contexte. Et là, eh bien, on vient de le voir dans la diapo précédente, des ressources en ligne, des questions-réponses, des hotlines, là, peuvent permettre de contextualiser un petit peu les situations et d'apporter des réponses qui soient vraiment adaptées aux difficultés rencontrées. Voilà ce qu'on peut dire en une trentaine de minutes et en espérant avoir respecté le timing des résultats de cette enquête et en vous invitant bien sûr à vous rendre sur la version complète et à tête reposée. Bravo Cécile, je pense que tu as été juste dans le temps, on dirait que tu es un métronome, donc merci en tout cas pour cette présentation. Avant de passer la parole à Audrey Lefebvre, il y avait une petite question de clarification
concernant la typologie, en fait, la manière dont sont regroupées les associations par type de structure. Et il y a notamment une interrogation sur la typologie entre sport, culture et loisirs. Enfin, tout ce champ qui, effectivement, on fait des choix pour pouvoir essayer de mettre en lumière ces différentes catégories. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont les choses sont catégorisées? Bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que c'est un exercice qui est difficile. Quand on a à le faire, c'est très compliqué. Là, on n'a pas eu du tout cette difficulté puisque ce sont les répondants eux-mêmes qui ont classé leur association. On avait toute une liste de secteurs d'activité qui est bien plus fine que celle-ci d'ailleurs et qui leur permettait donc de classer leur association dans l'activité qu'ils jugeaient principale. Voilà. Et donc, ces 4000 et quelques réponses, là, donc un échantillon très large qui nous a permis d'étudier de manière très assurée les résultats des répondants selon ces 6 secteurs, y compris l'environnement, qui est souvent, on va dire, orphelin, parce qu'on n'a pas souvent suffisamment de réponses, je dirais, pour analyser les résultats de l'environnement. Et il y a d'autres secteurs d'activité comme le tourisme social, par exemple, que nous n'avons pas pu analyser parce qu'il n'y avait pas suffisamment de réponses. J'espère qu'on a répondu à la question et vous, comme tu l'as dit, je pense au début, vous appuyez aussi sur la typologie du paysage associatif français pour croiser les éléments par rapport à ça. C'est ça, pour avoir un échantillon qui soit représentatif voilà. du paysage associatif français. Tout à fait. Exactement. Alors, je vois qu'il y a une question aussi sur des retours d'expérience sur les coprésidents. Je la laisse de côté puisque, comme on est parfaitement organisé, on a prévu peut-être quelques contributions et quelques apports sur ce sujet. Donc, on pourra avoir des retours sur le sujet. Et sans trop tarder, je laisse la parole à Audrey Lefebvre, donc, qui est juriste au cabinet Seban, pour nous donner une courte analyse, un court regard sur qu'elle porte sur les résultats de l'enquête avec son prisme juridique, et aussi nous présenter en quelques mots les conclusions de l'étude juridique que Frédéric a évoquée en début de webinaire sur ces différents éléments sur lesquels on a la perspective de s'appuyer aussi dans notre action sur ce sujet. Audrey, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci de nous donner la parole. Je suis très heureuse au nom du cabinet Seban de pouvoir prendre la parole parce qu'on a été très heureux de collaborer avec vous sur cette analyse et cette réflexion sur la responsabilité du dirigeant bénévole. Et donc, c'était particulièrement intéressant aussi d'accéder à ces résultats et à cette restitution d'enquête. On avait évoqué aussi, Marion, peut-être, est-ce qu'on évoque un petit peu les résultats du quiz ou je passe directement Si vous avez une idée sur le sujet, je pense qu'il y a une tentative de réaffichage du quiz, ce qui est un petit enjeu technique. J'ai essayé de le relire tout à l'heure, mais D'accord. sentez-vous libre de faire un retour ou pas. Après, finalement, en fait, moi, j'ai trouvé que le quiz et le quiz tout à l'heure, si ce n'est la question piège, confirmait quand même une certaine acuité de la part des répondants sur les responsabilités. Et du coup, pour rebondir aussi sur la restitution de l'enquête, en fait, on voit quand même qu'il y a une préoccupation des dirigeants sur la connaissance, l'appréhension du périmètre de responsabilité. Mais finalement, ce que je trouve de paradoxal, mais qui s'entend aussi, c'est finalement le décalage entre les priorités qui étaient indiquées au départ sur le diagramme et les 3 priorités pour les dirigeants qui sont vraiment opérationnelles et que j'entends en fait parce que c'est la vraie motivation qui justifie de la participation à un conseil d'administration et de la prise de direction. C'est de vouloir que les actions portées par l'association fonctionnent et que l'association fonctionne bien. Voilà. Et donc, ne viennent qu'après finalement les préoccupations sur la responsabilité fiscale, la responsabilité financière. J'ai plus en tête les chiffres, mais en tout cas, les chiffres sont plus bas, les pourcentages.
Et paradoxalement, en fait, on voit à la fin de la restitution qu'il y a quand même une préoccupation sur les responsabilités et un manque d'information, un manque d'appréhension de ce périmètre. Et donc, je trouve que c'est un constat qui est intéressant et qui montre en fait qu'on doit peut-être plus sensibiliser sur ces questions. Et donc, pour faire le parallèle avec le quiz, effectivement, on a plusieurs axes et c'est ce qui était ressorti de notre analyse. Il y a plusieurs axes de responsabilité. Il y a la responsabilité civile. Il y a la responsabilité pénale, une responsabilité aussi financière, je parle à chaque fois du dirigeant, hein, et la responsabilité fiscale, pour reprendre le quiz, qui peut entraîner effectivement une responsabilité solidaire du dirigeant et de l'association si le dirigeant finalement ne procède pas à certains règlements fiscaux et justement génère de la trésorerie par ce biais. Enfin, utilise ce biais pour avoir de la trésorerie. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a une préoccupation de succès opérationnel de l'association, mais effectivement, on doit vraiment tenir compte, surtout qu'aujourd'hui, et là, je fais le lien avec notre étude effectuée avec le mouvement associatif en 2019, on a finalement un montage, un droit très flou et très diversifié qui encadre la responsabilité du dirigeant bénévole. Et le fait qu'il soit bénévole, effectivement, peut atténuer sa responsabilité, mais c'est au bon vouloir du juge, c'est au cas par cas. Ça n'est pas encadré par la loi, comme si je fais le parallèle avec le mandataire, et le dirigeant d'association est un mandataire, mais le mandataire en tant que tel, au terme du Code civil, il est bien dit que est appliquée, sa responsabilité est appliquée de manière moins rigoureuse s'il agit de manière gracieuse. Et c'est dit pour le mandataire, mais ça n'est pas dit expressément dans un texte de loi pour le dirigeant d'association bénévole. Donc, en fait, ce qu'il est ressorti finalement de cette analyse, c'est qu'on a donc, pour encadrer la responsabilité du dirigeant, pas un texte spécifique, comme vous le savez tous, pas de régime propre du dirigeant associatif, mais finalement une jurisprudence qui fait appel à divers droits et principalement beaucoup par analogie avec le code de commerce. Donc c'est un peu antinomique, mais c'est le cas. On a le droit qui s'applique aux dirigeants de société qui est transposé notamment par des décisions jurisprudentielles, des décisions de tribunaux aux dirigeants d'associations. Donc, en fait, il faut qu'on aille voir, qu'on aille pêcher dans chacune de ces dispositions pour finalement analyser la responsabilité du dirigeant. Sans que finalement, encore une fois, soit véritablement pris en compte le caractère désintéressé de l'intervention du dirigeant. Donc, c'est pour nous une vraie préoccupation et pour le mouvement associatif aussi. Et c'est pourquoi, en fait, on réfléchit, notamment au travers des projets de loi évoqués, à une évolution, en fait. À ce stade, a été notamment évoquée la possibilité d'appliquer justement, de tenir compte du caractère non professionnel du dirigeant associatif, simplement pour le cas de la liquidation de l'association. Donc, c'est très, très restrictif et la solution apparaîtrait quand même beaucoup plus cohérente de transposer l'article dont je vous parlais tout à l'heure sur le mandataire, avec une application moins rigoureuse de la responsabilité en cas d'action bénévole. Donc, de transposer cet article de manière globale et non pas au cas spécifique de la liquidation d'association à l'ensemble de ces activités. Voilà, donc ça, c'est effectivement tout le travail prospectif qui est fait actuellement et dans lequel vous êtes tous très impliqués de l'évolution du droit pour que la loi 1901 évolue aussi à ce niveau. Mais au-delà de ça, faisant de nouveau le lien avec cette restitution de l'enquête, on voit qu'il y a des besoins de formation, des besoins de se mettre, d'être plus sensibilisés et aussi des réflexions sur, je notais la concertation, sur une meilleure répartition des responsabilités,
une information préalable plus importante au niveau des candidats et puis des petites pistes de solutions qui reviennent dans les résultats. J'ai noté le renforcement de la collégialité, j'ai noté une répartition de responsabilités. Donc ça, c'est vrai que tout ça se voit au travers des statuts. Or, en fait, ce qu'on peut souvent voir en matière enfin, pour les associations, c'est que les statuts ne sont pas très adaptés ou suffisamment adaptés à l'objet social de l'association et aussi à la gouvernance souhaitée par ses adhérents et par ses administrateurs. Et donc, c'est vrai que parallèlement à ce travail de réflexion sur la modification des textes, je pense qu'il y a un vrai travail à faire par chacun donc de sensibilisation, d'information sur la responsabilité des dirigeants, enfin les responsabilités, puisqu'il y a plusieurs responsabilités, et aussi un travail de concertation sur les statuts et sur la définition des responsabilités, ce qui veut dire la définition aussi des délégations, des représentations qui sont confiées aux dirigeants, en fait, puisque parfois, on peut voir beaucoup de décalage entre ce que pense devoir faire et la responsabilité qu'a un dirigeant et finalement les délégations qu'il a pu accepter sans vraiment avoir conscience de ce qu'il a accepté. Donc, je pense qu'il y a tout un travail de réflexion aussi à ce niveau et au niveau au niveau des statuts. Voilà un Très bien. peu. Merci beaucoup. Dire. En tout cas, donc par rapport aux questions, ah voilà, ça y est, le quiz réapparaît. Donc en fait, si je me résume, il fallait répondre oui à l'ensemble des questions, sauf la question piège, qui était la question 3. Je parle sous votre contrôle, Audrey, hein. Oui. Sur le dirigeant bénévole d'une On est association d'accord. qui reçoit des subventions, doit-il obligatoirement, quel que soit leur montant, là était le piège, et établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe? La réponse était donc Alors, elle était non, parce qu'en fait, tout dépend du montant de la subvention, mais effectivement, c'est à nouveau une disposition du Code de commerce, c'est au-delà de 153 000 € que effectivement, on doit établir des comptes annuels comprenant un bilan et enfin respecter ces règles comptables. mais beaucoup d'associations tiennent à le faire malgré tout, même Oui. s'il y a dans un souci de transparence. Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation légale en termes de Non, c'est pas une responsabilité. obligation légale. Mais bon, ça montre quand même le souci effectivement sur le plan financier des associations et c'est plutôt vertueux d'être transparent. Mais c'est vrai que d'être carré par rapport à ça. Après, c'est vrai que la responsabilité, elle n'est pas que sur le plan financier. Il y a les responsabilités, comme il ressort d'ailleurs des autres questions du quiz, que ce soit civil, que ce soit pénal, où effectivement, je pense que c'est plus flou, peut-être aussi par déni, parce que si on commence à mettre la tête dedans, c'est quand même assez anxiogène. Mais par exemple, la question qui est posée sur la responsabilité quant à la mise en œuvre de dispositifs de protection face au risque de contamination du Covid, s'agissant de cette responsabilité, elle est assez vertigineuse, surtout quand on voit combien les dispositifs légaux et réglementaires qui ont été pris par l'État et par les ministères depuis mars dernier. Je veux dire, pour des sociétés qui ont des staffs juridiques, c'est déjà très compliqué à suivre. Alors, imaginons pour une association, c'est un exercice très compliqué. Donc, bien entendu, la responsabilité, elle pourra être reprochée à un dirigeant, mais si vraiment il n'a rien fait, on ne va pas attendre de lui un respect à la lettre de toutes les réglementations mises en œuvre, mais elle est quand même prégnante. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de clarification? Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui apparaissent sur la question des difficultés, sur des questions de gestion RH. Donc, je laisserai Sophie aussi parler de ça. Sur le récapitulatif du sondage en PDF, en fait, les réponses seront dans la présentation longue de l'enquête. Vous aurez à la fois les bonnes réponses et aussi les éléments sur les répondants. Ça sera, comme on vous l'a indiqué, mis en ligne
soit ce soir, mais plutôt demain matin, je vous l'avoue. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de questions de clarification à ce stade, il me semble. Je vais donc laisser la parole à Sophie. Pardon Marion, Oui, je pardon. t'interromps 2 minutes. Oui, Juste parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions sur la question des comptes annuels et du seuil. Beaucoup de personnes dans le chat demandent pourquoi dans ces cas les financeurs exigent quand même les comptes. C'est leur droit en fait. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'obligation légale. En revanche, si un financeur vous demande de remettre des comptes pour accorder la subvention, il peut évidemment le faire et il vous appartient d'y répondre pour respecter le cadre du contrat, on va dire, de la façon dont la subvention est accordée. Après, un certain nombre que ce soit de collectivités ou de financeurs, ne demandent pas forcément des comptes annuels avec bilan, compte de résultats et annexes, mais simplement un compte rendu financier, ce qui est un peu différent. Voilà. Mais nous parlions bien de l'obligation légale, en fait. Voilà. Et pour la question de la mise en ligne où, vous recevrez, comme vous êtes inscrit, le mailing avec l'ensemble des résultats et ça sera disponible sur le site du mouvement associatif. Voilà. S'il n'y a pas de question de clarification, il ne me semble pas qu'il y en ait à ce stade. Je vais laisser la parole à Sophie Bourreda, qui travaille au mouvement associatif Occitanie pour avoir le regard d'un accompagnateur des associations sur le terrain, notamment par le biais d'une application du mouvement associatif Occitanie dans l'animation d'un centre de ressources d'information des bénévoles, donc le CRIB, pour avoir un retour, un mot sur les résultats de cette enquête, votre vision sur les enjeux sur le sujet et les accompagnements que vous menez sur le sujet et globalement donner des informations sur où trouver les informations sur ce sujet, même si c'est donné indirectement dans l'enquête, puisqu'il y a les éléments qui sont listés, donc il y a quand même des éléments. Voilà, Sophie, je te laisse la parole. Merci Marion, bonjour à tous et puis merci de nous accueillir sur ce webinaire, sur cette visioconférence destinée aux responsabilités des associations. Donc comme le disait Marion, le mouvement associatif Occitanie, donc en région, porte notamment plusieurs dispositifs d'accompagnement aux associations qui vont me permettre de livrer, j'espère de façon synthétique, notre regard sur la question, les questionnements plutôt quotidiens des associations en matière de responsabilité. Cette enquête qui vient globalement confirmer notre sensation sur le sujet des responsabilités des dirigeants bénévoles. C'est une enquête complète, donc je ne vais pas refaire le match, hein, je me permets simplement de rebondir sur quelques résultats seulement. Tout d'abord, je souhaite réagir aux résultats relatifs au passé des dirigeants. Cécile Bazin, tout à l'heure, soulignait qu'un quart des dirigeants, des administrateurs n'étaient même pas adhérents au préalable. 3/4 étaient adhérents avant d'être administrateurs. Donc, on se rend bien compte que finalement, le monde ne se partage pas entre un intérieur et un extérieur de l'association. Les frontières, elles sont poreuses avec un réseau de partenaires qui implique des types variés de participation à la décision. Et je pense qu'il convient vraiment de concevoir le bénévolat comme... et sa gestion comme un parcours de l'accueil à l'intégration, à la formation jusqu'au départ du bénévole s'il le faut, et que le bénévolat actuel, finalement, il se lise sur le mode de la diversité de ses formes plutôt que sur le mode d'un modèle plutôt qu'un autre. Voilà. Donc, je me permets effectivement une parenthèse qui finalement n'en est pas vraiment une parce que la question du bénévolat, de la gouvernance, et de la prise de décision au sein des associations, c'est une question majeure pour le monde associatif qui est très en lien en fait avec la responsabilité. Pourtant, nos associations, finalement, elles s'interrogent assez rarement sur ces modes de fonctionnement, par manque de temps ou par habitude. Et pourtant, l'association qui va se consacrer principalement à la mise en œuvre de son programme de travail va perdre de vue son projet associatif, risque d'affaiblir sa capacité à le porter, à convaincre, à le partager avec l'ensemble des parties prenantes de l'association.
Donc, le projet collectif de l'association, il va être avant tout défini par les membres qui la composent. Et donc, il va effectivement, comme le disait Audrey là, à l'instant, hein, Audrey Lefebvre, souligner qu'il convient vraiment de prêter attention à ce que notre fonctionnement, tant dans les modalités de prise de décision que dans les parties prenantes représentées, corresponde bien à notre projet. Et surtout, que cette réflexion sur la gouvernance, eh ben, elle soit bien traduite dans les statuts. Et que finalement, on retrouve pas, enfin, que les statuts ne se retrouvent pas au fond d'un tiroir à prendre la poussière. Donc, la question de la gouvernance, elle permet en cela d'améliorer effectivement la participation des acteurs, mais aussi, à mon avis, d'identifier les responsabilités de chacun, de viser le partage des responsabilités au travers d'un fonctionnement démocratique. Enfin, voilà. Sinon, au niveau de l'enquête, elle reflète aussi les principaux sujets d'inquiétude des administrateurs lorsqu'on échange avec eux. On nous interpelle assez souvent, notamment au moment de conflits au sein de l'association. Et la question de la responsabilité remonte quasi systématiquement à cette occasion. Parallèlement, et d'un point de vue plus humain, ce qui est jugé important aux yeux des dirigeants dans l'enquête, c'est de veiller à la bonne entente et bonne ambiance au sein de l'association. Donc, il y a quand même voilà, un lien fort entre ces deux éléments. Et l'enquête révèle aussi que près de 8 dirigeants sur 10 n'ont pas encore été confrontés à des responsabilités juridiques, ce qui vient un peu nuancer le sentiment de connaissance des responsabilités. Sentiment de connaissance qui est estimé à 64% dans les associations. Pourtant, il y a encore à mon avis, quelques fausses évidences qui sont véhiculées en matière de responsabilité dans les associations. Par exemple, le président qui est responsable de tout, le trésorier qui est responsable du volet financier, des procès-verbaux, des comptes rendus qui vont être rédigés de façon aléatoire ou, on le disait à l'instant, des statuts qui vont rester un peu abandonnés sans être vraiment consultés et sans vérifier qu'ils soient en pleine cohérence avec notre mode de fonctionnement actuel. Et du coup, il me paraît important effectivement de revenir un petit peu sur ces questions-là avec les dirigeants associatifs, puisque la responsabilité, a priori, c'est pas une question absolue et ça dépend vraiment de la façon dont on va fonctionner dans les prises de décision. Et cette enquête révèle aussi l'absence d'informations préalables, donc dans la moitié ce qui souligne en fait l'importance de la montée en compétence des associations. Ça paraît essentiel effectivement d'accompagner les associations sur ces sujets, notamment en se rapprochant de nos réseaux, de nos fédérations partenaires, en sollicitant effectivement les dispositifs tels que les CRIB. Marion soulignait à l'instant que le mouvement associatif en Occitanie portait un centre de ressources et d'information pour les bénévoles. Il faut savoir qu'il y en a un par département, à minima. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher du délégué départemental à la vie associative au sein des services d'État qui pourra vous orienter effectivement sur les acteurs de l'accompagnement et notamment sur les CRIB. Il peut y avoir des réseaux d'acteurs de l'accompagnement qui vont être identifiés par ces délégués départementaux à la vie associative, tels que la Maya ou des PAVA. Et puis, on les a cités au cours de l'enquête, effectivement, de la retranscription de l'enquête. C'est aussi tous les dispositifs tels que les DLA, de façon effectivement à être accompagnés sur tout un pan de cette dimension juridique. Il y a aussi pas mal de partenariats qui se développent avec des assureurs. En région, on voit naître des partenariats pour mettre en place des webinaires, des sensibilisations, des réunions collectives. Donc, ça peut être aussi une piste intéressante pour rechercher de l'information. Les acteurs et les dispositifs d'accompagnement sont nombreux, donc ça va être compliqué de dresser un panorama exhaustif. Donc, je vais vous laisser peut-être plus poser des questions et répondre en fonction. Mais à titre d'exemple, on vient de lancer un dispositif qui est très, très lié à notre territoire, sur Toulouse Métropole, qui s'appelle Asso Consult et qui permet de bénéficier d'une consultation de 2 heures avec un professionnel du droit. Donc, en l'occurrence, ça permet aussi de répondre à ces questions sur la responsabilité. Des consultations, comme je vous le disais, de 2 heures en visioconférence
et prodigué dans des délais très brefs, hein, qui ne dépassent pas les 15 jours après la demande. Donc voilà, c'est des dispositifs tels que ceux-ci, et que ce soit sous forme de formation ou de conseils individuels, il nous paraît vraiment important donc, que les associations puissent bénéficier d'un appui sur la question de la responsabilité, simplement en revenant sur les principes fondamentaux. Qu'est-ce que la responsabilité civile, pénale? Est-ce qu'on est sur de la responsabilité de la personne physique, hein, du bénévole, du salarié ou d'un autre intervenant, ou sur la personne morale de l'association? L'importance des statuts qu'on a pu souligner à plusieurs reprises, la rédaction des procès-verbaux, la nécessité de réaliser un état des lieux finalement des personnes, des êtres vivants, des choses dont on a la garde, des activités, des conditions d'exercice, des risques encourus, que ce soit sur la dimension sociale quand il s'agit d'assauts employeuses, que ce soit sur la dimension financière, fiscale ou l'encadrement des activités. Finalement, la responsabilité, on se rend compte qu'elle est en lien avec tous les aspects de nos associations. Et cette connaissance plus fine de la question de la responsabilité, elle permet d'amener un peu de nuance, en rappelant que la responsabilité dépend aussi de la façon dont sont prises les décisions. Plus la décision est partagée, plus nos responsabilités personnelles peuvent aussi être écartées. Donc, Très bien. je vous laisse, je m'arrête là parce que sinon je ne vais pas respecter. Il y avait une question sur les acronymes. Oui, on a tous nos limites là-dessus. Donc, le DLA, c'est le dispositif local d'accompagnement et qui a vocation à accompagner sur l'ensemble du territoire français et métropolitain les petites et moyennes entreprises de l'ESS employeuses. Mais en réalité, c'est un dispositif qui accompagne à 95%, il me semble, des associations. Voilà, donc il y a des DLA, des dispositifs locaux d'accompagnement dans l'ensemble des départements français. Je pense que j'ai répondu à cette question-là, et notamment sur les questions liées aux difficultés de gestion RH qui sont données. Alors, harcèlement, dépression, enfin, ces questions-là peuvent être traitées dans le cadre de différents accompagnements, que ce soit auprès des fédérations que des dispositifs d'accompagnement. Alors, ils sont traités de manière plus globale, puisque la plupart du temps, quand il y a un conflit, enfin, je ne suis pas accompagnatrice de vie associative, mais il y a des choses qui se passent de manière plus globale, et donc il y a un travail d'accompagnement général sur les enjeux au niveau de l'association. Sur les associations qui ont répondu, se trouvent-elles sur l'ensemble du territoire français? Oui, et métropolitain, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a même eu des réponses des Outre-mer, alors moins importantes, pas aussi importantes qu'on l'aurait souhaité. Est-ce qu'il y a une distinction entre les associations de loi 1901 et de droit d'Alsace-Moselle? Cécile, la réponse est non, il me semble. Non, il n'y a pas de distinction, mais on a aussi dans l'échantillon des associations des départements Rhin, Haut-Rhin et Moselle. Mais ils ne sont pas distingués. Mais ça peut être… voilà. Alors, bon, il y a une question sur le fait que 7 femmes sont intervenues. Est-ce représentatif du monde associatif? Probablement, puisque nous sommes à peu près toutes salariées. Donc, oui. En fait, si vous aviez eu des administrateurs, peut-être qu'il y aurait une parité plus forte, mais il y a un homme qui doit pouvoir intervenir sur la question de la gouvernance collégiale. Voilà. Pouvez-vous préciser quand vous dites que la décision est partagée, plus de responsabilités légalement? Je crois que je vais laisser la parole à nos 2 intervenants. Il est aussi souhaitable de se rapprocher annuellement, par exemple, de son assurance pour faire le point sur sa couverture assurantielle et les risques en cas de nouvelles activités. Oui, c'est un conseil effectivement qui peut être à suivre. Alors, pendant que je vous laisse le temps de poser vos dernières questions, je vais laisser la parole à un homme, comme ça on ne sera pas à la parité, mais on l'aura. François Marin, qui est partie prenante de France Bénévolat en Côte d'Or, si je ne me trompe pas. Et donc, il va nous parler de cette question de la gouvernance collégiale, alors qui est l'une des solutions parmi d'autres pour traiter de cette question de la responsabilité, mais vu notre
mode de fonctionnement associatif qui est plus dans la concertation, dans le consensus, dans la prise de décision collective, c'est assez peut-être logiquement qu'on peut se tourner vers ces formes-là quand on s'interroge sur la question de la responsabilité. Donc, je lui ai demandé en quelques mots de nous dire comment cette question de la gouvernance collégiale s'était posée au niveau de la Côte d'Or, comment un peu concrètement vous aviez mis en place un certain nombre de choses et ce que ça avait produit. Je vous laisse un court temps d'éclairage sur le sujet et merci d'avoir accepté de témoigner. Merci, bonjour à tous. Je suis donc membre de l'association France Bénévolat Côte d'Or qui représente 15 bénévoles et nous n'avons pas de salariés pour situer l'association. Le problème qui nous est arrivé, c'est qu'il y a 5 ans, quand la présidente qui était en poste depuis 9 ans a voulu quitter ses fonctions, personne n'était prêt à prendre la suite parce qu'évidemment, en 9 ans, on trace un tel sillon qu'il est assez difficile pour les autres de reprendre toute la charge. Et donc, avec l'aide d'un consultant extérieur, on a essayé de s'organiser d'une manière collégiale. Alors, pour ce faire, on a essayé d'identifier quels étaient les pôles de responsabilité dans l'association. Et on a découvert qu'avec 5 pôles, on devrait s'en sortir. Alors, les pôles, pour nous qui sommes au service des associations, ça représente la promotion du bénévolat, la mise en relation des bénévoles et des associations, qui est une des activités principales de France Bénévolat, l'accompagnement des associations pour la gestion de leurs bénévoles, le secrétariat et la trésorerie, qui sont évidemment indispensables dans une association, et puis le système d'information et de communication, parce qu'aujourd'hui, on est toujours très utilisateur de systèmes informatiques et qu'il y a du travail à faire autour. Donc, à partir de ces 5 pôles de responsabilité et des 5 personnes qui ont accepté de prendre la responsabilité de chacun des pôles, on a constitué le bureau collégial et on a réfléchi un petit peu aux manières de fonctionner ensemble avant de transcrire ça dans des statuts d'une manière relativement générale et puis dans un règlement intérieur qui est un petit peu plus précis. Mais le fait que ce soit un règlement intérieur, ça permet de le modifier assez facilement sans recourir à une assemblée générale, à un dépôt administratif, etc. Donc, le principe, c'est que chacun des membres du bureau collégial est responsable dans son secteur d'activité, représente l'association à l'extérieur dans son domaine de compétences. Évidemment, il ne peut pas engager l'intégralité de l'association dans une action sans avoir l'accord de ses collègues, mais dans son propre domaine de responsabilité, il est un peu maître chez lui. Cette représentativité à l'extérieur, l'Assemblée générale donne délégation à chacun des membres du bureau collégial pour représenter l'association à l'extérieur dans son domaine. Vous m'avez dit, en termes d'effets produits, la mise en place de cette gouvernance collégiale, vous m'avez dit que ça donnait de la souplesse, effectivement, parce que ça permet d'être attractif, mais, et je poserai la question ensuite à Catherine, mais qu'est-ce que ça a comme frein, en fait, sur le fonctionnement de l'association? Quelles sont les limites que vous y donneriez? Rapidement, les inconvénients et avantages. Les inconvénients, ça peut être la lenteur dans la prise de décision, parce qu'évidemment, pour prendre une décision rapide sur l'association, il faut se concerter entre membres du bureau collégial. Et suivant l'habitude qu'on a de travailler ensemble ou pas, les oppositions, on peut être amené à discuter relativement longtemps avant de se décider à prendre une décision. Et puis, un coup de téléphone arrivant de l'extérieur et nous sollicitant, si c'est dans notre domaine de responsabilité, c'était le cas aujourd'hui, on m'a appelé aujourd'hui pour intervenir, j'interviens. Mais si ça avait été pour organiser quelque chose qui engage l'association dans l'ensemble, j'aurais dit, attendez, il faut que je consulte mes collègues, donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Il y a ce frein-là qui peut exister. Et bien sûr, les problèmes d'entente entre membres de l'organe de direction. Il y a tout un travail d'apprentissage à travailler ensemble en se respectant les uns les autres qui est important, parce que si on a des conflits au sein de l'organe dirigeant, c'est évidemment très difficile.
Du côté J'imagine qu'il des y a- avantages, oui, Oui. pardon. Non, non, dites, finissez, je vous poserai une question du public. Alors, côté des avantages, c'est d'abord le fait de ne pas être trop engagé chacun, puisqu'on se contente en gros d'un cinquième des responsabilités de l'association. Ça laisse plus de temps disponible personnellement. Il y a une certaine sérénité dans les prises de décision, parce que comme elles sont prises collégialement, si elles sont difficiles, le fait d'être 5 à avoir pris la décision, ça permet à chacun ensuite de se sentir assez sûr de soi, puisqu'on n'est pas seul à l'avoir prise. Il y a une certaine sécurité pour l'association, parce que si un des 5 du bureau collégial s'en va, ça fait un trou d'un cinquième, ça ne fait pas un trou tout d'un coup du président qui disparaît, qu'on peut trouver dans certaines associations. Et puis on a constaté une certaine facilité aussi pour intégrer des nouveaux, parce que le système collégial donne tout de suite déjà un peu de convivialité au sein des organes dirigeants, qui, pour utiliser un terme moderne, qui ruisselle sur l'ensemble de l'association, et ça permet d'avoir un fonctionnement qui est plus démocratique et plus convivial d'une façon générale. Donc l'intégration des nouveaux est relativement facile, parce que notre fonctionnement est assez séduisant pour les gens qui viennent nous voir. Il y a une question dans le chat qui dit pouvez-vous préciser quand vous dites que plus la décision est partagée, plus la responsabilité l'est également, en fait. Ça veut dire Alors, que comment vous incarnez ça? Vous m'en avez parlé par rapport au... On a un exemple, on avait un bénévole qui qui remplissait mal sa mission. Et comme c'était une mission d'accueil de personnes à l'extérieur, ça nous posait problème vis-à-vis de l'association. Donc, il fallait dire aux bénévoles qu'on préférait l'orienter vers une autre association où il trouverait une mission qui lui corresponde mieux. C'est une décision difficile à prendre de se séparer d'un bénévole. Le fait de l'avoir décidé à 5, le jour où j'ai dû aller personnellement voir le bénévole, je n'étais pas tout seul à avoir pris la décision, j'avais mes collègues qui me soutenaient, c'est quand même plus facile. Il y a une autre question sur comment cela se passe-t-il pour la représentation de l'association au niveau des interlocuteurs extérieurs, en fait, la banque, les collectivités. Chacun représente l'association dans son domaine de compétences. Un des membres du bureau est le correspondant de la mairie, le trésorier est le correspondant de la banque, la secrétaire est correspondante de l'assurance. Moi-même, je suis le correspondant pour le réseau France Bénévolat. Et puis, après un an de fonctionnement, on a fait un petit tour de tous nos partenaires pour savoir s'ils voyaient des difficultés dans notre fonctionnement. Et comme ils ont toujours le même correspondant, pour eux, ça ne pose aucun problème. C'est tout à fait transparent. Mais les grandes organisations ne sont jamais représentées par leur président, elles sont toutes représentées par des gens qui ont délégation, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné. Si il y a... alors là, il y a des questions. Vous avez les dernières questions. Qui est le responsable légal de l'association? Donc, il y a une question. Il n'y en a pas un, il y en a 5. En fonction des responsabilités qui sont partagées. Là, il y a une question plus... Alors, on peut quand même dire que Oui. si on était une association employeuse, il faudrait bien sûr qu'un de nous, un des membres du bureau, prenne la responsabilité d'employeur, qui serait la responsabilité la plus lourde dans l'association. Mais on n'a pas cet inconvénient d'avoir des salariés sur le plan des responsabilités du moins. Il y a une dernière question sur s'il y a une procédure au pénal. Alors, je ne sais pas si vous pouvez... Alors, une procédure au pénal intervient quand il y a une faute personnelle. Donc, c'est celui qui a fait la faute qui va devant le tribunal. Ce n'est pas l'association qui va au pénal. Du moins, je parle sous le contrôle de la juriste, mais... Je suis d'accord. Ouais. C'est ça. Alors, ensuite, entre coprésidence et multiprésidence, alors là, je ne comprends pas la question. Il faudra la préciser entre une
coprésidence et une multiprésidence, il y a une association qui institue des fiches de mission. Ah oui, les différents. Je pense que c'est un peu la même chose, c'est juste que ça s'appelle autrement. Enfin, je parle sous votre contrôle, c'est juste la manière d'organiser les choses et de poser la répartition des tâches dans les textes qui font de l'association. Mais après, le nom a peu de poids, c'est plutôt la méthode qu'on met en place. Oui, c'est la rédaction des statuts qui va permettre de savoir de clarifier les rôles de chacun. Et il y a une question sur les modifications statutaires à réaliser dans le cadre d'une gouvernance collégiale. Est-ce qu'il y a une trame? Il n'y a pas de trame particulière. Je pense qu'il faut d'abord bien réfléchir à son organisation pour être ensuite capable de rédiger des statuts qui correspondent à l'organisation qu'on veut. Le fait de prendre des statuts types à l'extérieur peut être quelquefois un petit peu casse-gueule, entre guillemets, parce que le statut type ne correspond pas forcément à ce dont on a besoin dans notre organisation à nous. Et vous avez précisé quand même, avant de mettre en place cette gouvernance collégiale, que vous avez bénéficié d'un accompagnement spécifique quand même sur le sujet pour pouvoir définir les différents aspects. En organisation qui nous a accompagnés. Et puis, avant de déposer nos statuts, on est aussi allé voir les fonctionnaires de la vie associative pour leur demander s'ils voyaient un inconvénient à approuver les statuts tels que nous les rédigions. Au contraire, ils étaient très contents d'avoir une expérience de gouvernance collégiale, donc ça n'a pas posé de problème. Donc, il y a quand même un travail d'appui et puis un travail de dialogue aussi avec les différents interlocuteurs pour voir que cette formule passe auprès de vos interlocuteurs au quotidien. Le but n'étant pas de ne plus être responsable de rien en partageant la responsabilité, mais de bien la définir et de bien la répartir, si j'ai bien compris votre témoignage. C'est tout à fait ça. Très bien. Alors, je vais laisser la parole à Catherine Rigondeau, à présent, si elle veut bien allumer sa caméra et son micro. Autrement, nous le ferons pour elle. Mehdi, s'il te plaît. Ah, travaille par la technique si proche du but. Voilà, très bien. Voilà. Alors, Catherine, vous êtes de l'association Terre de Liens. Oui. Donc, vous êtes coprésidente de l'association territoriale Limousin et vous êtes aussi membre des instances nationales de Terre de Liens. Donc, on a parlé là aussi. Alors, le but aujourd'hui n'est pas de faire la promotion d'un mode de gouvernance collégiale, mais je pense que le partage des responsabilités et de la définition des responsabilités se prête bien à cet exercice. Donc, on a échangé ensemble sur comment les choses s'étaient mises en place sur le fonctionnement collégial qui n'était pas forcément venu d'une question de responsabilité, d'enjeu de responsabilité, mais plutôt dans une vision un peu éthique de la manière dont vous vouliez gouverner votre structure. Donc, en mettant en place plus d'horizontalité dans vos travaux. Donc, je vais vous laisser me dire comment ça s'est mis en place et comment vous le vivez, peut-être en réaction aussi à ce qui a été dit par François juste à l'instant. Ouais. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, l'expérience locale que je vis, moi, au sein de l'association territoriale de Terre de Liens, donc j'explique très rapidement ce qu'est Terre de Liens. Terre de Liens, c'est un mouvement national au sein duquel il y a une fédération nationale dont les objectifs sont de faire appel à l'épargne citoyenne pour aider à l'installation, transmission d'agriculteurs en agriculture bio. Voilà. C'est aussi un mouvement qui cherche à préserver les terres agricoles dans leur ensemble, donc qui va porter un partenariat auprès des collectivités
pour cette préservation des terres agricoles. Et c'est un mouvement qui essaye aussi de faire de l'éducation populaire, voilà, qui relève de l'éducation populaire. Alors, je ne rentre pas dans l'explication complète de notre organisation, simplement au niveau local de notre association territoriale du Limousin, on a été confronté à un moment donné au départ du président, et il a fallu qu'on trouve un système rapidement opérationnel pour le remplacer, qui a été de proposer un binôme de coprésidence, voilà, avec l'ancien trésorier qui a accepté de devenir président et qui m'a demandé, alors que je venais en fait moi de rentrer au conseil d'administration, si je voulais bien assurer la coprésidence. Donc ça a été pour moi l'occasion finalement de rentrer en responsabilité de façon plus confortable, je dirais, dans la mesure où je savais qu'il y avait un ancien qui était là pour me coacher, quoi. Voilà. Et simplement, donc il faut savoir que cette organisation, elle est interne par souci de vouloir aussi fonctionner de manière plus horizontale, peut-être moins verticale. Et par contre, au niveau de la préfecture, il y a un seul responsable légal qui est déclaré, qui est mon coprésident. Voilà, l'avantage que j'y vois, c'est effectivement d'avoir pu rentrer en responsabilité plus rapidement, sachant que je suis aussi au conseil d'administration de la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine et au conseil d'administration de notre fédération nationale. Ça soulage peut-être un peu les responsabilités. L'inconvénient que j'y vois, moi, c'est ce qu'a dit l'interlocuteur précédent, l'intervenant précédent, c'est que quand il y a des décisions rapides à prendre, eh ben, il faut se concerter, donc ça prend davantage de temps. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre contribution ce soir. Je vais prendre les dernières questions. Il y en a encore quelques-unes, notamment des questions qui seront plutôt adressées à Recherche et Solidarité. Alors, il y a une question qui est posée à laquelle je sais déjà qu'on ne peut pas répondre. Pour les personnes qui ont répondu, combien ont plusieurs engagements associatifs avec des niveaux de responsabilité différents? Enfin, je parle sous tout contrôle, Cécile, mais on n'a pas interrogé les responsables associatifs sur cet aspect-là. Donc, du coup, nous n'avons pas la réponse. C'est ça? Non, on n'a pas la réponse, mais on sait que globalement, pour l'ensemble des bénévoles, 40% d'entre eux ont plusieurs activités bénévoles. Alors, on n'est pas forcément dans les responsabilités. Ouais. Voilà, mais donc les dernières enquêtes nationales là, auprès de l'ensemble des Français pour connaître le profil et l'évolution du comportement bénévole nous montrent que de plus en plus, enfin, les Français qui ont plusieurs engagements bénévoles sont de plus en plus nombreux. Et ils sont, la dernière enquête remonte à 2019 et c'était 40%. Très bien. La moyenne d'âge des responsables associatifs. Alors, j'imagine dans l'enquête, quelle est la moyenne d'âge des répondants? Je pense qu'on est sur des… Alors, voilà. Déjà, nous, dans l'enquête, on n'a pas calculé de moyenne d'âge. Hein. On a la répartition par âge des répondants à l'enquête et elle figure dans les résultats complets. Hein. On est très transparent là-dessus sur la composition de l'échantillon et on en tient compte. C'est d'ailleurs une approche par critères que nous avons réalisé pour voir comment répondent les jeunes et les moins jeunes à ces questions. Donc, si certaines personnes sont intéressées, ces résultats existent. Pour autant, on n'a pas calculé de moyenne d'âge, mais ce qu'on peut observer, c'est que effectivement, les seniors sont bien plus souvent aux manettes. Et sur la parité, puisque souvent la question vient avec, avant ou après, sur la parité, les évolutions sont vraiment positives.
puisqu'on voit, on est presque à parité quant à l'exercice des responsabilités au sein des associations. Très bien. Alors, il y avait une question aussi sur les formations sur les responsabilités des dirigeants associatifs sont peu nombreuses. Alors, on hésite et on est en train d'analyser si elles sont peu nombreuses ou peu connues. Pour l'instant, nous-mêmes, on a un questionnement là-dessus. Ne faudrait-il pas en initier une plutôt que de laisser les marchands de formation occuper ce créneau? Alors, je pense qu'il y a, enfin, aujourd'hui aussi, par le fait d'engager cette réflexion à notre niveau, c'est de voir comment se saisir, et j'y reviendrai en conclusion, de la manière la plus concrète et opérationnelle possible de cette question et de trouver les modalités d'accompagnement qui sont les plus adaptées. Je pense que chacun peut, dans sa spécialité, contribuer à cette question. Et en tout cas, nous, on prévoit, et j'y reviendrai tout à l'heure, des temps d'échange et de concertation avec les acteurs de l'accompagnement du monde associatif pour voir comment on peut progresser collectivement sur cette question de l'accompagnement. Voilà. Il y a des dernières questions sur la question de pourquoi les 2 coprésidents n'ont pas été déclarés pour Terre de Liens. Je pense que on a une obligation légale en fait de déclarer une personne, il me semble. Si je dis faux, vous me contredirez, Audrey ou Catherine. En tout cas, à la préfecture de notre département, ils n'ont pas voulu. Ils veulent enregistrer qu'une seule personne, qu'un seul représentant légal. Voilà. Et pour le fonctionnement collégial de France Bénévolat, les 5 responsables sont responsables légaux auprès de la préfecture. Je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un représentant légal qui est déclaré, mais ensuite, c'est le mode de gouvernance interne de l'association qui permet de répartir les responsabilités de manière… Non, au niveau de la préfecture, les 5 responsables Les 5 sont déclarés chez vous. du bureau collégial sont D'accord. déclarés chacun avec son titre de responsable de tel pôle. Mais les fonctionnaires de la préfecture de Côte-d'Or sont sans doute plus tolérants et plus ouverts que ceux du côté de Catherine Rigondeau. D'accord. Donc, nous irons tous en Limousin. C'est vrai que c'est du cas en fait, c'est vrai que ça peut varier d'une préfecture à l'autre. C'est un peu la difficulté, mais peut-être aussi que pour l'exemple de Madame Rigondeau aussi, c'est 2 présidents en fait. Donc, je ne sais pas comment sont intitulés les 5 titres concernant France Bénévolat, mais il y a aussi cette notion de 2 présidents et donc de coprésidence. Peut-être que c'est ça qui a pu bloquer la préfecture du Limousin. Ok. Il y a 2 choses. Enfin, on a donné ces 2 exemples de gouvernance collégiale. J'ai vu un commentaire qui est parti ensuite, mais qui dit que dans l'exercice aussi, dans la gouvernance de son organisation, en restant sur une gouvernance classique avec un président et une animation collégiale, on peut aussi arriver à traiter de cette question de la responsabilité et de les prendre collectivement. Il y a plusieurs vecteurs. Aujourd'hui, on a choisi de donner cet éclairage puisque c'est des choses qu'on connaît moins, mais bien entendu, il y a plusieurs leviers et plusieurs méthodes pour arriver à traiter collectivement de cette question de la responsabilité. Voilà, je pense que nous n'avons plus de questions à ce stade. Juste pour vous dire qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de réseaux associatifs qui mettent en place des formations. Nous, le travail qu'on va faire par la suite, c'est d'identifier comment on peut contribuer à notre petit niveau à valoriser cette offre aussi d'accompagnement et de pouvoir mieux faire le lien sur ces sujets-là. Il y a notamment au niveau des mouvements associatifs en région, des travaux sur des plateformes de formation des bénévoles aujourd'hui qui sont en cours. On espère que ça sera un vecteur d'information plus fort sur ces sujets. Voilà, je vous propose de nous en arrêter là, puisqu'il est un petit peu tard. Il y a, en termes de
conclusions et de perspectives, comme l'a évoqué Frédéric en démarrage, on va travailler à la fois sur le volet législatif de plaidoyer qui va se poursuivre, notamment dans le cadre des campagnes présidentielles et législatives où on intégrera un certain nombre de propositions sur cet enjeu. Et on va engager très prochainement un travail avec les acteurs de l'accompagnement des associations sur le sujet, en prenant appui sur les conclusions de cette enquête qui nous sont très utiles pour l'ensemble de nos travaux, pour identifier les meilleures solutions pour répondre aux différentes problématiques qui sont évoquées dans cette enquête. Voilà ce que je peux en dire, que vous retrouverez demain l'ensemble des éléments sur notre site et qu'un mailing vous sera adressé pour les personnes qui se sont inscrites avec les différents éléments, à savoir le support de présentation court et long, l'infographie et l'enregistrement. Je vous laisse voir cette infographie qu'on va très légèrement modifier, mais qui vous donne les chiffres clés au niveau de notre enquête. Et je pense que je n'ai rien oublié, sauf à remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants, du coup, puisque pour avoir contribué. J'espère vraiment que ça a pu vous intéresser et qu'on a pu, malgré ce caractère distanciel, avoir un maximum d'interaction. On ne manquera pas de poursuivre ces travaux et j'espère pouvoir être en atelier un jour, en présentiel, pour pouvoir échanger à bâton rompu et prendre des pauses café ensemble pour pouvoir traiter de ces questions-là. Et je remercie Cécile, Samira et l'ensemble des intervenants pour leur participation. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée à tous. Merci, bonsoir.